Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube de la Mulligan TV. Alors aujourd'hui nous allons parler ensemble du tournoi du Mulligan Challenge numéro 11 qui a eu lieu il y a quelques jours. On va le débriefer, voir ce qui s'est passé et également réfléchir à ce à quoi pourrait ressembler la méta dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Mais avant toute chose, j'aimerais profiter pour prendre un petit moment entre nous, un petit instant solennel, afin que je vous présente mes excuses. Pourquoi? Il paraît que je ne me suis pas présenté ou alors pas correctement présenté à vous lors de la vidéo précédente, et évidemment, donc ça mérite des excuses. Et je peux comprendre que ce soit pas évident non plus pour les gens qui regardaient la vidéo, dans le sens où on va dire quelqu'un avec un barbu avec une calvitie, il y en a beaucoup dans leur canal ou même dans les TCG en fait de manière générale. Pour ceux qui se sont demandé si jamais j'étais SNK, alors non, c'est pas moi, enfin c'est pas moi, c'est pas lui quoi, je ne suis pas SNK. Pour ceux qui se sont dit ah bah c'est un YouTuber sur leur canal, je suis sûr que c'est Ketal. Non, en fait, ils ont regardé la vidéo, ils ont entendu que dedans je disais que j'étais qualifié au championnat d'Europe et ils se sont dit bah ça peut pas être Ketal. Et en plus dans leur souvenir, Ketal est un peu plus BG. Et ils ont raison parce que c'est vrai que Ketal, on va pas se mentir, comparé à moi, il est un peu plus beau gosse. Mais voilà, je peux pas lui en vouloir par rapport à ça. Mais pour toutes les personnes qui auraient été déçues, sachez que vous pourrez le retrouver donc sur sa chaîne YouTube, Ketal TV. Euh, avec beaucoup de contenu qualitatif. Donc je vous invite à aller faire un tour. Et pour toutes celles et ceux à qui ça suffirait pas, sachez que vous pouvez le joindre au 07 63 22. Non, je te rassure, c'est une blague. Voilà, je ne vais pas donner ton numéro. Mais voilà, donc pour les présentations, je vais parler un petit peu plus de cartes, puisque c'est ce qui nous intéresse. Moi, j'avais un jeu de cœur, en tout cas, j'ai eu un jeu de cœur pendant de très nombreuses années, c'est Magic, où j'ai joué, bon, quand même par intermittence. Et c'est ce qui m'a fait découvrir, enfin découvrir et aimer vraiment la compétition. Je me suis déplacé dans les quatre coins de la France. J'ai même fait plusieurs pays européens pour des gros tournois. Et il est vrai qu'il y a une chose qui me fait plaisir quand je vois la communauté Lorcana s'agrandir et également donc les tournois rassembler de plus en plus de gens, c'est que je vois des têtes qui m'étaient connues avant dans les tournois de Magic et je peux en citer quelques-uns parce que vraiment c'est des personnes que j'estime très saines pour le jeu et qui sont d'excellents joueurs. Bon, on va commencer par les copains belges, je cite Alexandre Darras, mais c'est vrai qu'il y en a d'autres, je peux dire bah, Bourdi, Mouche contre qui j'ai perdu à Lille, voilà, Greg Cassini, Alexandre Bonneau ou Pierre de chez IKL, ce bon vieux Bill. Donc toutes ces personnes-là, ça me fait énormément plaisir de les revoir à nouveau sur des tournois. Enfin, ça me fait plaisir de les voir pas sur la table de jeu, on va dire dans les rangées et discuter avec eux, c'est toujours cool, boire un coup le soir, mais tomber contre eux, non, je vous rassure, c'est pas la meilleure nouvelle qui puisse nous arriver. Ceci dit, à part Magic, il y a bien évidemment pardon, l'Orcana, où je joue depuis la fin d'année dernière. On va dire dans les résultats notables, je peux citer donc le tournoi à Angers. C'était au mois de décembre, j'ai fait finale contre le copain Squeeze. Et c'était à l'époque le plus gros tournoi physique mondial. Ça regroupait un tout petit peu plus de 100 joueurs, il me semble, ou peut-être un tout petit peu moins. Également eu le top 16 à Vernon, qui était devenu aussi à l'époque le plus gros tournoi mondial avec 250 joueurs. Et pour finir donc par le top 16 à Lille et la qualif au championnat d'Europe. Donc voilà, après tous les autres tournois locaux et régionaux, c'est entre parenthèses. Et voilà, pour ceux qui ne le sauraient pas, donc je fais partie de l'équipe TSI. Donc c'est une première équipe française de ce que j'en sais qui a été créée à l'Orcana. Parmi des autres, quelqu'un qui est assez connu sur la communauté également. Euh, voilà, quoi dire d'autre si ce n'est que je viens de la Drôme et pour résumer la Drôme en quelques mots pour les autres, c'est le pays donc on va dire de la lavande, du nougat et des ravioles. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour, à peu près le tour. Euh, voilà. Et on a parlé des expériences précédentes, de l'Orcana, de là où je viens. Je me dis qu'on a un peu fait le tour et qu'on peut commencer à parler de ce pourquoi vous êtes là. Donc c'est le Mulligan Challenge numéro 11, à savoir qui s'est tenu. Donc c'était le 15 août. Il a rassemblé 32 joueurs. C'était un tournoi qui est gratuit et qui s'est déroulé sous un format BO2, 6 rondes. Pourquoi BO2? Parce que le but c'est quand même de s'entraîner pour les gros tournois, les Disney Lorcana Challenge, et avec le prochain qui aura lieu fin septembre donc à Birmingham. Donc 6 rondes suisses, pas de top cut, parce que voilà c'est un tournoi qui était gratuit et le but c'est de faire ça sur une soirée pour que tout le monde puisse en profiter un maximum. Mais qui dit gratuit ne veut pas forcément dire sans lot.
dans le sens où en tout et pour tout, il y a eu l'équivalent d'un display qui a été distribué, qui a été offert aux joueurs, aux participants. Donc 12 boosters pour le premier, 6 boosters pour le deuxième et 3 boosters pour le 3 et 4e. Et tout ça, je rappelle que c'est possible grâce au partenariat et au sponsoring de Ravensburger. Pour le tournoi en lui-même, donc les 32 joueurs se sont présentés donc avec des decks bien entendu différents et on retrouve la répartition, donc là elle est devant vous. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une sorte de logique qui a été respectée par rapport au Humber Steel et le Ruby Saphir, donc jaune, gris et bleu, rouge. Pourquoi logique? Dans le sens où c'était les deux decks déjà qui s'étaient affrontés au dernier gros tournoi européen qui avait eu lieu à Bologne début août. Deux decks qui étaient assez, on va dire, qui avaient des bons résultats dernièrement. Et le Humber Steel, ça semblait un prétendant assez logique au poste de meilleur deck, ou en tout cas des top decks de la méta, parce qu'il performait déjà bien depuis quelques semaines. Et en plus de ça, il y a eu des ajouts assez intéressants, donc sous forme de Daisy et de Navin, qui étaient des cartes qui s'intégraient de manière assez naturelle dans le deck. Et on a vu que ça a eu son plébiscite auprès de 10 joueurs sur 32, donc ce qui représente un tiers du field. Le Ruby Saphir, qui a été choisi par 8 personnes, bah, à nouveau, c'est vrai qu'à partir du moment où on pouvait s'attendre à beaucoup de style song, on pouvait légitimement s'attendre à une certaine présence de son prétendant naturel, donc sous la forme de Ruby Saphir. Et voilà, c'est le deuxième deck le plus représenté donc dans ce tournoi. Après, on voit qu'il y a également eu un peu d'exotisme des decks qu'on n'avait pas forcément, enfin des associations de couleurs même, pardon, qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir. Saphir Améthyste et Ambre Ruby. Donc respectivement 5 et 3 decks. Ruby Améthyste, le violet rouge, qui n'a été choisi que par 2 joueurs. C'est vrai que c'est peu et c'est surtout pas dans les habitudes, on va dire, de l'Orcana, mais je pense que ça s'explique par plusieurs raisons. Le fait que le deck, enfin les résultats du deck étaient en très fort déclin depuis quelques semaines, non pas qu'il était mauvais, mais simplement joué par beaucoup de gens, mais extrêmement bien joué par très peu. En plus de ça, son match-up dans le chapitre précédent, donc contre Bucky, était plutôt mauvais. Au mieux, à peine équilibré en fonction des sorties. Et les gens, je pense qu'ils en ont un peu marre au bout d'un moment de le jouer. Et là, c'est le début de format, c'était l'occasion justement de passer à autre chose. Également donc un jaune-vert, un vert-violet, un vert-gris et un gris-violet. Une chose déjà qu'on peut noter, qu'on peut souligner, c'est l'absence du violet-jaune aggro, un deck qu'on attendait pourtant plutôt présent. Notamment aussi, on a vu avec l'arrivée de Daisy, c'est un deck que j'avais présenté dans la vidéo précédente, et un deck qui est très rapide et qui peut donc l'orer, on va dire, de beaucoup et atteindre les 20 points de l'or en assez peu de tours. Mais je pense que ce qui explique sa disparition, c'est peut-être le côté un peu mentalité française où les jeux aggro, c'est pas forcément ce qu'on apprécie le plus, mais surtout qu'à partir du moment où à nouveau on s'attendait à une forte présence d'Umber Steel, qui est un mauvais match-up pour le deck, en tout cas un des match-ups les plus compliqués. Logiquement, le deck n'a pas forcément été très plébiscité. De là à ce qu'on est zéro, honnêtement, je ne l'aurais pas forcément vu venir. Mais voilà, il sera joué de toute façon par la suite. Mais ça, on en discutera un peu plus tard. Donc là, on a parlé du top 32 et on a un top 8 qui s'est dégagé. Le top 8, il est composé de 4 decks bleu-rouge, 3 decks gris-jaune et un deck rubis, pardon, rubis, saphir améthyste, donc violet-bleu. Le rubis saphir, on peut expliquer sa forte présence dans le top 8 par le fait de son excellent match-up, comme je le disais, c'est le prétendant naturel en fait d'Humbersteel. Et voilà, comme Humbersteel était le deck le plus représenté, eh bien forcément les autres jeux en ont rencontré donc plusieurs. Et à partir du moment où on a un bon match-up contre Humbersteel, eh bien on gagne des points. Et sur 6 rondes, forcément, donc ça se ressent. Donc la moitié du top 8, 50% qui se retrouve joué donc par bleu-rouge. Humbersteel qui garde quand même une place assez importante, donc qui représentait je crois 31% au début. 37,5, donc dans le top 8, il a même réussi à grappiller quelques pourcentages. Et le Saphir Améthyste, donc qui représentait 15%, a lui réussi à placer un de ses joueurs dans le top 8.
Donc on va dire, c'est vraiment le bleu-rouge qui a tiré son épingle du jeu. Et on va le voir de manière encore un peu différente. Donc voilà, quand on affiche là les 8 joueurs, enfin ceux qui sont arrivés, donc les 8 premiers, on voit même que sur les 3 premières places, c'est 3 joueurs de bleu-rouge. Alors moi, en tant que supporter de l'OM, voir bleu et rouge aussi souvent, voilà, c'est les couleurs de Paris, ça me fait un petit quelque chose. Mais voilà, le deck, en toute honnêteté, a toute sa place, on va dire, dans les tops des tournois, donc le Mulligan Challenge, mais également dans ceux à venir, parce que il était déjà très, alors on va détailler un petit peu, mais il avait déjà une certaine stabilité. Et en plus de ça, on a des cartes du chapitre 5 qui se sont parfaitement intégrées. On va parler de Vision de l'avenir, Chicha ou Donald. Et ça a apporté au deck justement de la fluidité, en tout cas de la consistance, qui fait qu'il sort maintenant donc plutôt rarement à l'envers. Et à partir du moment où un deck est stable, malgré ses 23 non crabes, c'est une des particularités que je voulais souligner. 23 non crabes, c'est bien au-dessus de ce qu'on pourrait conseiller si on voulait dire à quelqu'un les grandes lignes pour construire un deck ou pour se présenter en tournoi avec un deck, c'est rechercher la stabilité. 23 non crabes, ça peut faire très peur au premier abord, au premier regard. Il suffit de faire quelques parties avec, si possible en étant conseillé justement par des joueurs réguliers de ce deck, voilà, pour être aidé dans les mulligans. Et à partir du moment où on a quelques lignes dans les mulligans, on se rend compte qu'il y a une certaine linéarité dans les sorties et dans le gameplay, bien qu'il y ait des complexités qui se présentent de toute façon par la suite, mais qui arrivent en finalité à faire que le deck, malgré les 23 non ancrables, sort plutôt convenablement et surtout convenablement de manière régulière, ce qui est extrêmement important. Voilà, pas grand chose d'autre à dire sur le deck, si ce n'est que là, bon, c'est une version non objet qui a perfait, contrairement à Bologne, donc en fin de chapitre 4, où c'était une version objet qui avait remporté le tournoi. Aussi parce que deux decks très présents, donc qui étaient Bucky à l'époque et le violet rouge, étaient d'excellents match-up pour la version objet. Là, c'est une version un peu plus classique qui a intégré donc les meilleures cartes du chapitre 5 et qui ont donné cette liste-là. Donc on peut se poser des questions sur ce à quoi va ressembler la méta dans les prochains jours et les prochaines semaines. En fait, on va dire, il y a plusieurs pistes, il y a plusieurs possibilités. Euh, une, à la suite, ou en tout cas à la vue des résultats donc, de ce Mulligan Challenge, on pourrait se dire logiquement que le bleu-rouge pourrait rester, on va dire, va rester un tiers 1, mais peut-être même plus que ça, être le tiers S. Voilà, le deck qui est un petit peu au-dessus de tous les autres, parce que ça fait déjà quelques chapitres qu'il est bon, ça va, ça vient, mais c'est toujours un deck qui est considéré, ou en tout cas envisageable pour un tournoi. Et là, il a quand même eu plusieurs ajouts, et il tire son épingle du jeu. Ça pourrait peut-être l'amener à rester tout en haut, on va dire, des tier lists, on va dire des decks à prendre pour un tournoi. Les autres possibilités, on a vu que son meilleur match-up, le Steel Song, était très présent là à ce tournoi. On se doute par rapport aux ajouts du 7-5 qui va quand même avoir une certaine présence, mais sa présence va peut-être disparaître. Parce que forcément, si le deck perd contre le bleu-rouge, qui est le deck le plus représenté du format, ben, au bout d'un moment, on va arrêter de l'amener en tournoi. Et si le Steel Song disparaît, bien, ça laisse une porte ouverte au jeu un peu aggro. Je parlais justement de jaune-violet aggro, mais ça peut être d'autres déclinaisons comme le vert-violet, le fameux deck d'Artabax, voilà, qui a disparu depuis quelque temps. Aussi parce que lui n'avait pas de solution pour gérer Bucky. Et c'est vrai que le vert-violet a de manière historique, en tout cas depuis le début de l'Orcana, possibilité d'avoir un bon, voire très bon match-up contre bleu-rouge. Un autre deck qui est pas forcément très bon contre Steel Song, mais qui peut avoir des résultats corrects, c'est le violet-gris. Et quand je dis résultat correct, c'est résultat correct contre le bleu-rouge. Donc on voit qu'on va possiblement rentrer dans une sorte de triptyque, ou même pour reprendre un terme qu'on a beaucoup entendu il y a 2 mois au moment des élections législatives, une sorte de triangulaire où on va avoir le bleu-rouge, qui a un très bon match-up contre le Steel Song, qui a un très bon match-up contre les jeux aggro. Les jeux aggro battent le jeu bleu-rouge, le jeu bleu-rouge bat le Steel Song, et le Steel Song bat les jeux aggro. Donc voilà, ça c'est une autre des possibilités. Et je pense qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est le Viewge.
Alors, on est d'accord que ses résultats étaient sur le déclin, mais sur le déclin aussi parce qu'il était joué par beaucoup de joueurs, même beaucoup trop par rapport au win rate du deck. Maintenant, le violet rouge, qui est le deck adaptable par excellence, qui peut aussi avoir un très bon win rate contre le bleu rouge, va s'adapter aussi. Moi, j'ai parlé justement d'une liste précédemment, donc avec des gyms. J'y crois toujours. Il faut voir ce que va donner la méta dans les prochains jours afin d'adapter les bons ratios. Moi, j'avais mis une liste pour être honnête où il n'y avait pas de be prepared, de soyez prête. Je pense qu'il faut à nouveau les inclure un petit peu. Pourquoi? Parce que même si le match-up contre bleu-rouge est très bon, le bleu-rouge ça représente pas 60-70% du field et ça ne le fera pas, ou en tout cas pas avant de nombreuses semaines. Donc voilà, il y a le violet-rouge qui va venir s'intégrer dans tout ça et qui va être à prendre en considération une fois qu'on aura trouvé des ratios un peu plus optimaux. Voilà, on en est donc c'est un peu le flou pour tout le monde. C'est un des objets, en tout cas un des objectifs de la vidéo. Donc on a vu ce qu'a donné un premier tournoi français avec des joueurs compétitifs. On va dire en général les personnes qui viennent sur les tournois Mulligan sont compétitifs, bien que ces tournois soient ouverts à toutes les personnes et à tout niveau. Mais ceux qui en sortent vainqueurs sont des joueurs, on va dire en général, plutôt d'un niveau correct. Donc ça donne un premier aperçu. On a d'autres échéances qui vont arriver. Donc déjà dans 2 ou 3 semaines, on a le gros tournoi à Lyon, donc organisé conjointement avec la boutique Trollune, qui va regrouper donc normalement plusieurs centaines de joueurs. On aura à nouveau donc à ce moment-là un tournant de la méta qu'il faudra analyser, débriefer et surtout sur laquelle il faudra réfléchir, puisqu'on travaille tous, normalement en tout cas une grande partie d'entre nous, pour on va dire pour le tournoi donc Disney Lorcana Challenge qui aura lieu à Birmingham, comme je le rappelle, à fin septembre. Donc voilà, on en est là. Il y aura également d'autres points méta qui vont venir de manière plus ou moins régulière. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé et que ça vous a plu aussi. Si ça vous a pas plu, bah, n'hésitez pas à le dire et comme ça Chicha et Magma ils pourront me virer avec perte et fracas. Mais moi c'est toujours un plaisir de discuter de ça avec vous, c'est une chose que j'apprécie et donc je reste à votre disposition comme certains l'ont fait pour répondre à vos questions par écrit ou d'une manière ou d'une autre. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour le visionnage et je vous dis à très bientôt. Merci.